Salut, aujourd'hui on se retrouve pour un test du Folkniven A1 Pro. Avec le Folkniven A1 Pro, on se retrouve avec un couteau qui fait 28,3 cm de longueur totale de la pointe jusqu'au bout du talon des passants. On a un tranchant de 15 cm et demi. Au niveau de sa largeur, on a 3 cm ici et 3,3 cm dans cette zone. On va être sur une lame qui est vraiment épaisse puisqu'on a 7 mm d'épaisseur. L'acier est du cobalt laminé. Le manche est en thermorun. Le couteau seul pèse 350 grammes et 456 grammes avec son étui en Zytel qu'on verra plus tard. Voilà le talon des passants, donc un tout petit talon des passants qui prouve que le couteau a la soie traversante complète. Par contre, on ne va pas être comme sur une plate semelle avec l'acier apparent au-dessus du manche. Ça va être un manche qui va être moulé ou enfilé sur la soie. Au niveau de la garde ici, on est sur une garde en acier inoxydable qui est fixée sur la soie à l'aide de deux petits rivets. Donc on a deux petits rivets dans la soie qui maintiennent cette garde. Ensuite on va avoir une lame qui possède une émouture sabre avec un fil convexe. Le manche en thermorun a une forme légèrement ergonomique. On va avoir ici un petit retour, donc il va être bien plus épais dans la première partie que dans la dernière. Ici on retrouve sa lame de 7 mm d'épaisseur qui va s'affiner légèrement ici, puisqu'on va avoir une sorte de faux contre-tranchant qui est vraiment minime, puisqu'on garde quand même beaucoup d'épaisseur sur le dos de lame. Après la garde en acier inoxydable, nous allons retrouver un casse-goutte qui est bien prononcé, ainsi que cette inscription qui porte donc la marque Folkniven, qui est une marque suédoise, et le modèle qui est donc A1 Pro. En dessous nous allons retrouver l'AMCOS qui correspond à l'acier du couteau, qui est un acier cobalt laminé. Quand on reçoit le couteau, il va être livré dans cette petite boîte, donc une boîte de bonne qualité, avec le logo Folkniven dessus. Donc c'est là-dedans qu'on va retrouver le couteau, son étui est fourni également avec une pierre DC4. Voilà, pour ouvrir il suffit d'enlever les deux clips qu'on a là. Et on va retrouver le packaging. Donc on va avoir une mousse ici un peu alvéolée pour le dessus. Et à l'intérieur une mousse qui est quand même vraiment rigide. Lorsqu'on vient appuyer sur le doigt. Et on va avoir donc le couteau, la pierre DC4 et l'étui à l'intérieur. Voilà, on a ici des emplacements. Donc dans une mousse très rigide, comme je vous ai dit, où on va retrouver les différents éléments. Donc quelque chose qui tient vraiment très bien. Et on va retrouver une pierre DC4 qui est vraiment connue pour ses qualités. J'avais déjà fait une petite vidéo où je montrais comment affûter une émouture scandinave avec. A noter que la boîte a un joint ici qui permet de la rendre étanche. Donc Folkniven conseille ensuite de venir s'en servir pour venir placer des appareils électroniques, etc. qu'on aurait à transporter en sortie. Comme ça, ils seraient protégés des éléments, de la pluie, de la neige, de la poussière avec leur boîte. Dernier détail sur la boîte, on va avoir ici et de l'autre côté un petit emplacement pour y passer un cadenas. Donc avoir une boîte comme ça, c'est vraiment sympa, ça prouve un petit peu la bonne qualité générale de l'ensemble qui est accordé à ce couteau. Par contre, est-ce que ça va être vraiment utile? Donc c'est pas une boîte qu'on vient acheter lorsqu'on va acheter ce couteau, et je suppose que la boîte joue un petit peu sur le tarif. Donc il serait intéressant d'avoir le choix d'avoir ou ne pas avoir la boîte, si ça pouvait faire un tarif un petit peu amoindri sur le couteau. Et ensuite j'aurais préféré qu'il n'y ait pas de boîte, mais un étui un petit peu plus adapté.
dont on reparlera tout à l'heure. Ceci dit, comme la boîte est fournie, on va pouvoir s'en servir pour stocker les choses comme on a vu, comme le conseille le fabricant. Mais ça peut également servir par exemple pour venir mettre son couteau lorsqu'on se déplace en voiture. Donc on va mettre le couteau à l'intérieur, on va le fermer et ensuite le mettre dans le coffre de la voiture. Donc il y a moins de chances d'être embêté par les forces de l'ordre si on a le couteau dans sa boîte, dans le coffre, que si on l'avait évidemment à la ceinture ou beaucoup plus proche de nous. Et pour ma part, ça va me servir, je vais enlever la mousse à l'intérieur et venir y stocker des couteaux et le refermer pour le mettre chez moi pour que ce soit plus sécurisé pour les enfants. Pourquoi Pro au niveau du nom du modèle, sachant qu'il existe déjà le Fokniven A1. En fait, ça va être une version professionnelle du A1. Il existe la même chose avec le F1 et le S1 par exemple. Donc c'est censé être un couteau de professionnel de la survie. C'est pour ça qu'il y a quelques changements. C'est un couteau qui est censé être plus costaud, plus durable que le A1 de base. On va avoir un manche légèrement différent, avec une texture un petit peu plus rigide. Donc je ne possède pas de A1, j'en ai jamais vu, mais de ce que j'ai pu lire un petit peu à droite à gauche, c'est ce qui ressort au niveau du toucher. On va avoir une garde qui est en acier inoxydable ici, alors que la garde initiale est dans la même matière que le manche. On va avoir un manche qui est un petit peu plus gros, avec justement le petit retour dont je vous ai parlé, qui n'apparaît pas sur le A1 traditionnel, avec ici apparemment une courbure un peu plus importante. Ensuite on va avoir une lame qui est plus épaisse, puisqu'elle fait 6 mm sur le modèle A1 initial. Et le A1 initial est en acier VG10, et ici comme on l'a vu c'est un acier au cobalt laminé, qui est censé avoir un tranchant un peu plus résistant et plus durable. Avec son profil de lame, le A1 Pro laisse présager d'être un bon bâtonneur, tout simplement parce qu'on va avoir une émouture qui se termine assez tôt, donc on va vite écarter le bois, d'autant plus qu'on a, je vous le rappelle, 7 mm au niveau de l'épaisseur du dos. Donc on va commencer sur cette pièce qui a déjà été refendue, ensuite sur celle-ci, puis enfin une dernière qui est beaucoup plus grosse et beaucoup plus longue. On va commencer par cette section, voir un petit peu ce que ça donne. Donc ici on a une lame qui dépasse franchement des deux côtés, donc on n'aura pas de difficulté pour venir taper dessus, même pour réaxer le couteau. Voilà, on passe à travers comme dans du beurre, aucune surprise sur des petites pièces comme ça, d'autant plus que ça a déjà été refendu. Donc pour tout ce qu'on aura à faire généralement lors des sorties, pour faire du petit bois et sur ce qu'on pourrait bâtonner avec un couteau, là un Pro va être vraiment très efficace. On va poursuivre le test sur cette deuxième pièce de bois qui n'est pas refendue, donc c'est un petit peu plus difficile pour passer à travers les fibres, mais logiquement il ne devrait pas y avoir de souci. Bon, il faut évidemment un peu plus de coups, on y parvient sans problème, bien qu'on ressente quelques vibrations au niveau du manche. Sinon ça pose aucun souci, on va voir sur le plus gros. Voilà ce que donne la pièce au niveau du diamètre. Donc on a une lame qui ressort, mais pas énormément. On va voir un petit peu ce que ça peut donner. On va avoir une bonne pénétration de la première partie. Et ensuite, comme prévu, on va arriver sur la partie qui va refendre le bois. Donc on peut passer à travers sans problème. Si toutefois le couteau venait à pencher comme ça, pour le replacer, on va pouvoir frapper de manière occasionnelle sur le manche. Donc c'est une matière qui est très résistante, mais qui dans l'absolu est un petit peu molle, si on pourrait dire. Contrairement par exemple à du micarta. Donc si on vient à taper longtemps sur le micarta, ça ne bougera pas, tandis qu'il y a toujours un risque que ça finisse à terme par s'abîmer. Le talon des passants n'est pas assez gros pour venir taper, pour réaxer le couteau. Donc même s'il est possible bien évidemment de le faire, il va toujours être mieux de venir se servir du couteau
en tapant simplement sur la lame pour à terme économiser un peu le manche. Ceci dit, on va pouvoir le faire comme je vous l'ai expliqué. Et on va se servir du cul du couteau pour le renfoncer. Cette pièce est assez tortueuse. La première partie bâtonnée était un petit peu plus souple, un petit peu plus humide. Ce qui explique pourquoi je suis rapidement passé à travers. On peut voir ici que je peux à la main enlever un petit peu quelques parties. Par contre ici, ça va être vraiment très dur. Donc un petit peu plus de difficulté pour passer à travers. Une légère courbe du bois. Mais on peut voir que les 7 mm d'épaisseur font bien leur office. Et qu'on va sans souci pouvoir passer à travers de cette pièce, bien qu'encore une fois on ressente pas mal de vibrations et de gêne dans le manche. Voilà, la pièce de bois a été pénétrée par là un pro. Donc cette zone-ci est bien dure. Je vais venir repasser à travers, sachant qu'au passage, on va croiser quelques nœuds. Voilà, je suis passé au niveau du nœud sans souci. Et on peut continuer juste en haut. Une fois refendu, le travail a été plus simple. On peut voir qu'il y a un petit peu les fibres tordues avec quelques nœuds qui ont été passés sans difficulté. La première partie du bois était assez humide, la première partie que j'ai enlevée. Pour le reste, on était sur du bois bien sec, donc on n'a absolument aucun souci, bien évidemment, pour passer à travers. Par contre, le manche n'est pas très long, donc c'est la lame plutôt qui est longue sur ce couteau. Donc comme il n'est pas très long, on ne va pas avoir énormément d'espace pour tenir au niveau du bâtonnage. Et au niveau du contact, bien que ce soit une matière molle entre guillemets, ça va être quand même assez dur en main. On va avoir quand même un rendu au niveau des frappes que l'on va ressentir assez fortement dans la main. Donc là c'était un assez gros travail pour un couteau. Et si on avait à faire ça à la longue, ça risquerait vraiment d'être désagréable au niveau de la main. D'autant plus qu'on va souvent reculer un petit peu et prendre au niveau de la fin ici. Donc c'est un couteau très efficace pour passer à travers les bûchettes, de par sa géométrie, mais pas forcément le plus agréable. Voilà ce dont je vous parle au niveau du manche, après ces quelques coups portés. On peut voir que ça vient marquer. Donc évidemment c'est de matériaux utilisés de très bonne qualité, donc ça va durer très longuement. Et potentiellement, encore une fois dans l'absolu, on va avoir tendance à abîmer le manche en tapant dessus. Ceci dit, la 1 Pro va très bien fonctionner pour refendre toutes les bûchettes qu'on aura à faire en général lors des sorties. Absolument aucun problème, comme on a vu sur les premiers morceaux. Il suffit de quelques coups, voire d'un seul coup pour passer à travers. On va avoir une lame généreuse, donc qui va un petit peu manger sur le manche, mais qui va pouvoir offrir pas mal de longueur pour venir refendre les bûchettes. On va avoir souvent l'emplacement pour taper un petit peu devant, voire pour redresser le couteau ici. Comme on l'a vu, dans l'absolu, on va toujours pouvoir taper sur le manche, même si à long terme, ça sera mieux d'éviter de le faire. On pourrait également taper sur la garde, mais il faut savoir que les A1 Pro ont eu des soucis, notamment sur les premiers qui sont sortis, avec beaucoup de retours d'utilisateurs qui avaient la garde qui bougeait, donc qui s'est désolidarisé du manche. Donc logiquement, sur les versions les plus récentes, ce problème a été réglé. Mais dans l'absolu, ça reste une pièce mobile, une pièce qui est rajoutée au couteau, qui est enfilée sur la soie et qui est rivetée à cet endroit. Donc encore une fois, dans l'absolu, c'est tout à fait possible qu'on finisse par abîmer la garde ici, même si logiquement, d'après les retours utilisateurs, ça a été corrigé sur les nouvelles versions. Comme on pouvait s'y attendre sur un tel couteau,
Le tranchant n'a absolument aucun dommage, même en étant passé à travers quelques nœuds. Donc la trace qu'on voit ici, ce n'est pas une dent ou le tranchant qui a roulé, mais tout simplement de la saleté, comme on pourrait apercevoir ici. Donc aucun souci de solidité au niveau de sa lame pour le bâtonnage, ni au niveau du fil. Donc on a un fil qui est le tranchant convexe, qui est potentiellement le tranchant le plus résistant qu'on puisse avoir. Comme on vient de le voir, on a proportionnellement une lame beaucoup plus grande que le manche, et on a également une lame qui est très épaisse avec 7 mm d'épaisseur. Donc on va naturellement avoir un poids qui est pas mal porté vers l'avant. Lorsqu'on prend le couteau en main, on ressent directement que la lame penche vers l'avant. On va avoir un point d'équilibre qui sera plus porté devant la garde que généralement sur les couteaux à peu près dans cette zone au niveau du premier rivet pour ceux qui en ont. Donc là on va avoir quand même un équilibre porté vers l'avant. Donc c'est un couteau avec lequel on va pouvoir faire évidemment des coupes à la volée, déjà par rapport à la taille de sa lame, mais également au niveau de cet équilibre. Donc même si la prise en main est plutôt bonne, on va quand même avoir tendance à mettre immédiatement la dragonne, puisque lorsqu'on a beaucoup de poids en avant, qu'on va donner des grosses coupes à la volée, on va vraiment sentir que le couteau veut partir. Donc pour les petites frappes sur les petites branches, ce ne sera pas nécessaire de venir mettre la dragonne. Et pour les grosses coupes à la volée occasionnelles, ou les coupes de type couteau de camp, c'est toujours plus rassurant de venir mettre la dragonne avec ce couteau. Voilà, sans dragonne, on va pouvoir venir passer par exemple à travers ces petits branchages morts sans aucune difficulté. En plus, on a encore une fois un poids qui est assez important vers l'avant. Donc on a vraiment ce mouvement qui vient naturellement. Au niveau du tranchant, avec son fil convexe, on va avoir quelque chose de très résistant. Et même si les moutures n'est pas très haute, on va avoir quand même quelque chose qui va avoir un bon taux de pénétration. Toujours sans dragonne, je vais venir essayer ici et là sur ce bois qui est bien sec. Je vais la mettre un petit peu plus important. Donc je vais passer sur celle-ci sans dragonne et je la mettrai pour passer dans l'autre. Voilà ce dont je vous parlais. Au niveau du coefficient de pénétration, on a un couteau qui rentre très bien malgré son épaisseur. Au niveau de la sensation en main, on a vraiment cette envie de coupe à la volée. Et on va avoir la main qui se cale naturellement dans la zone qu'on a vue au début de vidéo, avec le léger retour qu'on a là. On va avoir les doigts qui viennent se placer ici. Donc la prise en main est plutôt bonne là-dessus, même si le manche est quand même assez fin dans cette zone. L'accroche ici n'est pas des plus agréables, mais bien performante. Donc pour ce type de travail, on va pouvoir se passer de dragonne et arriver au bout du travail quand même bien rapidement. Aucun souci pour passer à travers ce genre de section. Je vais voir sur la branche qui est à peu près du même diamètre en mettant la dragonne. Avec la dragonne en main, aucun risque que le couteau parte. Donc on va pouvoir vraiment taper plus fort. On va avoir un couteau qui est vraiment très performant pour ces tâches. Clairement, le travail de coupe à la volée ne pose aucun problème à un pro. Même si encore une fois, le confort n'est pas des meilleurs au niveau du manche. Que ce soit au niveau un petit peu de l'épaisseur ou de la matière utilisée. Mais en tout cas, on a vraiment une très bonne accroche. On va venir essayer un tout petit peu plus gros pour valider ces propos. Voilà, on va venir passer à travers ce petit arbre qui est bien mort. Donc au niveau de la dureté du bois, le bois va être un petit peu plus tendre que celui que je viens de passer à travers. Mais ça va nous donner une idée, voir ce que ça peut donner pour tomber un petit arbre. Pour le moment, on ne rencontre pas de difficulté au niveau de l'impact ni de la lame.
on va avoir avec la dragonne un manche qui va rester bien en main, même si on sent que tout glisse lorsqu'on est dessous. Donc sans la dragonne avec des coupes fortes, le couteau aurait tendance carrément à partir de la main. Et les petites bosses ici, le petit grip, a tendance à agresser quand même pas mal le doigt. Je vais finir le travail sans dragonne. Alors on peut voir que le couteau rentre bien. Sans dragonne, ça n'est pas désagréable. On va avoir quand même l'accroche qui, encore une fois, n'est pas agréable, mais bien efficace. Donc évidemment, sans dragonne, on va taper un petit peu moins fort, au risque vraiment que le couteau parte des mains. Mais on va pouvoir arriver à bout du travail. Voilà, ici, sans la dragonne, je me retrouve très vite de cette position. À celle-ci, on sent vraiment que le couteau a envie de partir vers l'avant. Un retour ici qui aurait peut-être mérité d'être un petit peu plus prononcé pour la volée. Voilà, on a un couteau qui est vraiment très performant sur les coupes à la volée et qui va refendre très facilement le bois. Là où le bas blesse, c'est un petit peu sur le confort au niveau du manche. Après, ça reste un couteau, ça n'est pas une hache. Donc on n'aura pas logiquement à tomber des pièces aussi grosses tous les jours. Mais ça reste un couteau dans l'absolu professionnel de survie. Donc on peut être amené à faire ce genre de tâches avec. Donc il est fabriqué comme un outil unique qui pourrait remplir plein de tâches, dont celle-ci. Pour le moment, sur le travail du bois, cet outil remplit entièrement son cahier des charges d'outils uniques, puisqu'on peut venir tomber un petit arbre, enlever les branches, refendre le bois. On va voir un petit peu ce qu'il va pouvoir donner sur les tâches plus fines, comme par exemple pour faire les feather sticks, puisqu'on a un couteau qui a quand même beaucoup de poids en avant et une lame très épaisse. Mais logiquement, ça devrait aller. Voilà, clairement, avec ma dernière phrase, j'ai voulu faire durer le suspense. Mais c'est un couteau qui va n'éprouver aucune difficulté pour venir faire du travail de type feather stick. On va avoir un tranchant convexe qui va très bien pénétrer au niveau de la matière, qui va pouvoir soulever de fins copeaux. Même si le poids est un petit peu porté vers l'avant comme on l'a vu, dans cette position, on va être vraiment très bien placé. Le manche est un petit peu plus épais, donc on ne va pas ressentir de gêne. On ne va pas avoir vraiment beaucoup de poids comme si on avait par exemple le couteau ici en bout. Là, on va être vraiment très proche de la garde avec un tranchant qui commence assez tôt malgré le casse-goutte. On va pouvoir mettre évidemment le pouce sur le dos de lame. On va être très confortablement placé puisqu'on a une lame bien épaisse, donc on va avoir un très bon appui. Et ensuite il va suffire d'accompagner le couteau pour venir soulever de très fins hérissons. Donc quelque chose de vraiment très efficace pour ce type de travail, malgré son gabarit qui est quand même relativement gros. Alors on peut voir ici, en venant simplement accompagner la lame, qu'on va décoller des hérissons qui sont bien entortillés. Donc on n'a pas à donner un gros angle à la lame ici. Si on vient là, on va vite rentrer très fortement dans la matière. Donc ça, c'est un gros atout du tranchant convexe, quelque chose qui va bien pénétrer, mais qui va pouvoir, comme on le voit ici, décoller de fins hérissons. Au niveau du confort, sur la main, on va avoir aucun souci. Le manche va être très confortable. On va avoir un bon ressenti sur les petits picots qui tout à l'heure faisaient plutôt mal à la main sur les grosses tâches. Ici, on va avoir un contact agréable et une bonne accroche. À noter que pour venir faire les petits hérissons qu'on a vu tout à l'heure avec le pouce sur le dos de lame, on peut très bien les faire aussi ici, donc c'est pas forcément nécessaire d'aller placer le pouce pour avoir un grand contrôle de la lame. C'est pas une lame qui est incontrôlable, même si elle est vraiment très épaisse. On va pouvoir faire du travail en finesse ici sans problème.
Voilà ce dont est capable cette grosse lame. Donc on va avoir un tranchant qui est bien contrôlable, qui va très bien pénétrer sur les premiers millimètres du bois. Donc on n'a pas besoin de faire forcément des gros phaser sticks avec. On va pouvoir contrôler la lame et pouvoir l'enfoncer plus ou moins pour décoller des hérissons plus grossiers ou bien entortillés comme ça. Sur la prise en main, il n'y a vraiment rien à redire au niveau du travail des phaser sticks. On a même un manche qui est très agréable avec les contours ici très bien arrondis. Et le manche dans cette zone, contrairement en bas ici, est plutôt épais. Donc on va avoir quand même un grand contrôle de son travail. Au niveau de la garde, elle est bien faite puisqu'on va avoir la garde qui est poussée vers l'avant. Donc sur les autres Folding A1 par exemple, on a la garde qui est un peu plus droite, voire qui rebique légèrement en arrière. Ici elle est portée vers l'avant, ce qui va être vraiment bien ici. Pour placer le doigt, évidemment une garde qui sécurise fortement. Et si toutefois on venait à glisser, on se retrouve quand même loin du tranchant, puisqu'on va avoir cette surépaisseur ici pour sécuriser l'ensemble. Toujours dans les coupes plus classiques de couteau, on va retrouver cette très bonne préhension au niveau de la première partie du manche. On va retrouver le tranchant convexe qui va permettre de pénétrer fortement la matière. Encore une fois, malgré le fait que le couteau soit très épais, on va avoir un bon taux de pénétration et un tranchant qui est vraiment très performant. Et bien évidemment, rasoir en sortie de boîte. Donc on va pouvoir venir passer à travers de branchages comme ça, se tailler des pointes sans aucune difficulté. On va retrouver le confort dont j'ai parlé juste avant et également le tranchant qui part très tôt. Donc on va avoir une lame qui est vraiment très contrôlable par rapport à ça. On va pouvoir venir travailler en toute quiétude sur ce genre de tâches. On va retrouver cette prise très efficace et son tranchant convexe au niveau de l'écorçage. On va très vite pénétrer sous la matière. Donc si on avait quelques inconforts sur les lourdes tâches avec le bâtonnage et les coupes à la volée au niveau du manche, pour les coupes classiques, on est vraiment très confortablement placé. On va pouvoir travailler longtemps avec le couteau sans aucune gêne. On va retrouver ce confort et ce bon positionnement sur les coupes inversées. On va avoir la garde ici qui ne gêne pas trop pour venir placer le pouce. La garde, comme on l'a vu tout à l'heure, qui est légèrement poussée vers l'avant, va permettre à la main de venir se placer tout en étant sécurisée. Si la garde avait été plus droite ou en arrière, on aurait eu quelques gênes au niveau de l'index. Ici, ça n'est pas le cas. On va avoir une très bonne prise ici, avec le manche qui tombe très bien au niveau de la main et qui, comme sur le dessus, n'a aucune arête saillante. Donc absolument aucun problème de confort avec ce couteau. Et on va avoir la performance du tranchant convexe qui va venir faire le reste. Donc quelque chose de très agréable dans toutes les positions classiques qu'on aurait à faire avec un couteau. Même si, comme on vient de le voir, la prise inversée ne pose aucun problème et va être efficace sur ce couteau, c'est vrai qu'on aura plus tendance à prendre la 1 Pro en prise de marteau, prise puissante ou prise classique, tout simplement parce que ça va être vraiment très confortable et très performant. Avec cette prise en main qui est excellente en début de manche, on va avoir un gros avantage sur ce couteau, puisque c'est surtout la prise puissante qu'on vient utiliser généralement avec les couteaux. Donc aucun souci vraiment au niveau du bout du manche ici. Très bien placé, un couteau vraiment très efficace pour ce genre de tâches. C'est un petit peu dommage que le manche n'ait pas été aussi gros sur la fin, avec un retour ici. Bien entendu, un couteau dit de survie, notamment un couteau professionnel de survie, n'est pas fait que pour faire des tâches comme on l'a vu sur le bois, mais ça vous donnera un bon aperçu des tâches qu'on a généralement à faire sur le bois dans les sorties bushcraft. On va maintenant s'attarder sur l'étui, car si le couteau est bien performant, là où le bas blesse, c'est vraiment sur son étui. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo,
plutôt que d'avoir une belle boîte à la réception, ce serait plus intéressant d'avoir un bon étui. Donc petit rappel, c'est un couteau qui est dit professionnel, donc un couteau qui a une gamme plus élevée chez Fokniven que le A1 classique, et qui par conséquent a également un tarif plus élevé. Donc c'est un couteau qui n'est quand même pas donné, et au niveau de son étui, très honnêtement, je trouve qu'il n'est pas à la hauteur du couteau. Comme dit précédemment, c'est un couteau professionnel, donc c'est bien écrit sur le couteau, sur l'étui et même sur la boîte où il y a écrit professionnel en entier. Donc professionnel de la survie, donc c'est un petit peu rocambolesque, mais on pourrait imaginer plein de scénarios dans lesquels on sera amené à bouger un petit peu dans tous les sens, à chuter, à sauter, etc. etc. Donc on va avoir un étui qui nécessitera d'avoir une rétention vraiment irréprochable, ce qui n'est absolument pas le cas sur cet étui. D'autant plus qu'on va retrouver cette boucle qui à mon sens n'est pas pratique du tout, sans aller dans les extrêmes de cas survie ou tous les scénarios imaginaires qu'on pourrait avoir. Juste en étant dans les bois tranquillement, comme je le fais habituellement, l'étui n'est vraiment pas pratique et pas assez sécurisé à mon goût. L'étui est en Zytel, ce qui en soi n'est pas un mauvais matériau. C'est quelque chose qui est vraiment résistant, donc il n'y a aucun problème au niveau des matériaux utilisés. Bien que, sur ce type de modèle, j'étais assez surpris de retrouver une simple sangle ici en nylon. Ça aurait mérité quelque chose d'un petit peu plus recherché, étant donné le tarif général du couteau. Et c'est pas tellement les matériaux qui gênent, ça va être tout simplement sa rétention. Donc on peut voir immédiatement que le couteau, sans la sangle ici, a énormément de jeu. Donc un couteau qui peut bouger absolument dans tous les sens, ce qui très clairement ne me met vraiment pas en confiance. Donc on va avoir un jeu ici de haut en bas, qui est assez fort. Et également de droite à gauche, qui est assez fort. Donc concrètement, si je viens secouer le couteau, ça fait ce bruit là. D'autant plus que c'est assez bruyant lorsqu'on ne vient pas attacher ici la sangle, qu'on se déplace un petit peu sur quelques mètres, puisqu'il va falloir l'attacher comme on le verra après. C'est vraiment bruyant, on a lors des pas le couteau qui fait du bruit, ce qui est vraiment pas agréable. Et la rétention, donc plus que le fait que le couteau bouge, la rétention ne va être assurée que par cette petite patte ici, qu'on peut voir. Donc c'est tout simplement le Zytel qui a été découpé, avec un petit ergot derrière. Il n'y a absolument pas de système comme on pourrait avoir sur le Kydex ou sur les étuis ABS de type ESI, avec un étui qui vient s'ouvrir, puis clac, se refermer au niveau de la garde du couteau. Ici on va être simplement maintenu par cette petite patte qu'on va pouvoir voir bouger ici lorsque je passe. Donc évidemment du coup le couteau sort très facilement, donc pour ça c'est bien agréable. Mais c'est vraiment très léger pour un couteau de ce gabarit, qui quand même est relativement lourd comparé à un petit couteau de type Mora, etc. On va avoir juste cette petite patte de Zytel qui vient se relever pour maintenir le couteau, ce qui à mon sens est vraiment insuffisant. Donc toujours dans l'idée où on venait secouer le couteau, etc., qu'on tombe, etc. Lors des petits déplacements comme ça, il n'y a pas de souci. Par contre, dès qu'on va mettre un choc, le couteau va partir, ce qui est assez logique puisqu'il a pas mal de poids. Voilà ce que donne l'intérieur de l'étui. Donc un étui qui va accueillir le couteau. On peut voir que c'est quand même assez généreux au niveau de l'espace, d'où le débattement qu'on a vu tout à l'heure. Mais en dehors de ça, c'est surtout le système de rétention qui va être vraiment très léger, parce que ça va être simplement la toute petite patte qu'on aperçoit sur la droite de l'écran là-bas, avec la partie ajourée. C'est juste cette petite patte qui va assurer la sécurité du couteau dans cet étui. Voilà concrètement ce que ça va donner. Ça va être la garde ici en inox qui va venir repousser le petit passant qu'on a vu juste avant, et ça va venir passer autour et se caler. Donc c'est vraiment encore une fois très léger pour maintenir ce couteau, sachant qu'à long terme, si la patte vient à casser ici, le couteau ne tiendra absolument plus dans l'étui sans avoir recours à cette sangle. Justement, comme si ça ne suffisait pas d'avoir une rétention un petit peu douteuse sur le couteau ici au niveau de l'étui, on va avoir une sangle qui n'est vraiment pas pratique, puisque tout simplement on va se retrouver tout en haut du couteau et qu'on va se retrouver pile poil
au niveau du passant pour la dragonne. Une dragonne, comme on l'a vu, qui va être nécessaire ou dont on va avoir envie pour faire les coupes à la volée. On va venir ici passer par dessus. Donc comme on peut le voir, en étant bien serré ici, on va pas tomber pile poil sur la pression. Donc même sans la dragonne dessous, c'est pas évident de venir le faire. Mais avec la dragonne, il va falloir vraiment tirer. Donc là je le fais avec les deux mains en ayant l'étui dans la main, donc ça se fait. La ceinture, c'est pas vraiment des plus pratiques. Et ensuite on va retrouver cette sangle qui fait vraiment mal ajusté. Après par contre c'est peut-être fait exprès pour lorsqu'on vient de se servir du couteau avec des gros gants, par exemple l'hiver, on va venir attraper plus fortement la languette que si elle était juste au bout. Donc c'est possible que ça soit fait pour ça. Si c'est pour ça, alors c'est une bonne option. On va venir tirer fortement sur la languette. Après, comme c'est souple, si on vient s'accrocher dans des branches, ça ne posera pas de problème. Ça n'aura pas tendance à venir ouvrir la pression, qui au passage est bien ferme. Au niveau de l'étui, pour terminer sur ces possibilités de port, on va avoir 3 fentes ici, qui vont permettre de venir sangler l'étui du couteau, par exemple sur un sac à dos. On va venir voir un peu ce que ça donne à la ceinture. Voilà ce que donne le couteau à la ceinture. Donc on va avoir un couteau qui est très bien placé, malgré les inconvénients qu'on a vus sur l'étui. Quelque chose qui va très bien tomber au niveau de la main, avec le passant qui passe au niveau de la ceinture et son talon également. Donc absolument aucune gêne là-dessus. Pour sortir le couteau, ça va être évidemment très simple, puisque la rétention est vraiment très moyenne. On va avoir un petit emplacement ici, avec du grip pour poser le pouce et sortir le couteau. Donc là, on n'a pas de souci. Au niveau du port, ça reste agréable. Si on n'attache pas la pression ici, l'étui n'a pas tendance à balloter, comme ça pourrait être le cas par exemple sur un BK2, avec les passants qui sont plus souples ici que l'étui. Mais là, ce n'est pas le cas. On va avoir le couteau qui reste vraiment bien en place. On peut marcher sans aucune difficulté, sans problème. Donc c'est ce que j'ai tendance à faire lorsque je me déplace de quelque part ou aux abords de l'endroit où je me trouve. Il n'y a pas besoin de venir placer la sangle puisque le couteau va tenir dans son étui avec cette petite rétention qu'on a vue tout à l'heure. Par contre, lorsque je viens à m'éloigner ou marcher dans les cailloux, les trucs comme ça, qu'on a plus tendance à chuter, alors là, il vaut mieux venir placer la sangle. Comme on l'a vu tout à l'heure, c'est pas évident. Donc là, en étant à deux mains, ça se fait, mais ça prend quand même pas mal de temps. Pour l'ouvrir, on n'a qu'à tirer en arrière, donc là, aucun souci avec la bonne prise qu'on a là. Mais à une main, ça va être un petit peu longué et compliqué de venir placer la pression, même si ça se fait. Concernant son talon dépassant, en fait, ça va plus être apparent ici, dans l'idée de voir que le couteau est bien en pleine soie, plus que d'avoir vraiment quelque chose de très fonctionnel, puisqu'il dépasse à peine du manche, donc ça protégera très peu le manche. On va cependant pouvoir s'en servir pour taper des choses où on va être bien à plat. On va avoir quand même un bon contact, d'autant plus que ce qui ressort est comme la lame sur 7 mm d'épaisseur. On a quand même quelque chose de très consistant. On va pouvoir également venir bâtonner le couteau par le cul. Donc généralement, lorsqu'on est dans les bois, on n'a pas forcément des branches qui sont très plates ou très droites. Du coup, on risque en tapant ici de toucher également le manche. Mais si on fait attention, on pourra taper seulement sur le petit talon dépassant. Mais à mes yeux, il est un petit peu petit. Et plus là pour bien qu'on voit que la lame est en pleine soie. Les arêtes du dos du couteau sont bien saillantes à 90 degrés. Donc on va pouvoir s'en servir pour décoller de belles étincelles avec le Firesteel. Voilà, au final, avec le couteau Falkniven A1 Pro, on se retrouve avec quelque chose de vraiment très performant, avec un très bon acier inoxydable. Il n'y a aucun souci au niveau de sa résistance pour le bâtonnage avec sa lame vraiment très épaisse, ni au niveau de son fil. Donc après tous les tests que j'ai pu effectuer en vidéo ou hors vidéo, le fil est toujours comme neuf. Le tranchant est toujours très performant. Donc aucun chips et le fil n'a absolument pas roulé. Donc en nettoyant le couteau, il paraîtrait comme neuf. Au niveau de son manche, on a quelque chose de très confortable pour les coupes classiques de couteau. Pour tout ce qui est prise puissante, feather stick, écorçage, il n'y a aucun souci. Pour les grosses tâches, comme on l'a vu, le manche est un petit peu inconfortable, dû au fait qu'il manque un petit peu d'épaisseur dans cette zone.
et que les matériaux utilisés au niveau des petits picots ne sont pas des plus agréables en main. Cependant, on va avoir quand même un manche qui va permettre de varier les coupes, un couteau qui va être vraiment très complet. Donc encore une fois, c'est un outil qui est fait pour être porté possiblement en outil unique, donc on va pouvoir tout faire. Et dans les tâches qu'on a généralement à faire dans les bois, on a vu qu'il en était capable. On va pouvoir tomber un petit arbre, refendre des bûchettes sans aucune difficulté, venir ensuite faire des coupes classiques de couteau, des feather sticks, etc., etc. Donc on n'a aucun souci là-dessus. Pour les tâches à faire dans les bois, il répond complètement au cahier des charges. On a un couteau de très bonne qualité, ce qui n'est pas le cas au niveau de son étui, c'est un petit peu dommage. Donc c'est un couteau que je ferai sûrement un étui Kydex ou cuir à l'avenir. Voilà, en attendant, j'espère que cette vidéo a pu répondre à des questions que vous vous seriez posées sur le A1 Pro. Merci et à bientôt.